Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce 7e épisode de Sapristi. Ah, tu tournes là? Bah oui, Louis. Aujourd'hui, on va traiter d'une thématique un peu spéciale, on va parler de vêtements et de musculation. Peut-être que ça ne saute pas aux yeux, mais je suis moi-même pratiquant de cette discipline depuis 2 ans maintenant. Et si j'ai longtemps hésité à traiter le sujet, car je savais que ça allait en gonfler plus d'un... Gonflé, t'as compris? Et puis je me suis dit qu'en réalité, ça pourrait parler à plus d'un abonné. Du coup, pratiquer la muscu et entretenir une grande passion pour la sape. Est-ce que c'est possible de faire les deux en même temps? Peut-être que tu aimes beaucoup le vêtement et que tu as envie de te mettre au sport, mais que l'idée même de changer de taille te fait complètement flipper. Ou au contraire, que tu es déjà pratiquant néophyte de muscu et que tu t'intéresses aux belles fringues, mais que tu as peur d'en acheter et puis de les éclater comme Hulk. Est-ce qu'on peut devenir trop musclé pour être stylé dans ses vêtements? Comment gérer l'évolution de ta garde-robe? Est-ce qu'il faut mettre en valeur ta musculature ou au contraire la dissimuler? Des questions très sérieuses que beaucoup de gens se posent, mais auxquelles je trouve que personne ne répond très sérieusement. Alors accroche-toi parce qu'on va les décortiquer à fond. Faut-il souligner sa musculature? Je vais commencer par la question qui fâche un peu, qui divise, qui suscite les moqueries, les complexes, et bien plus encore. Sous quelles circonstances faut-il souligner sa musculature via le vêtement? Faut-il, au contraire, la dissimuler afin de créer une silhouette plus harmonieuse? Chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais je suis persuadé que tout homme soucieux à la fois de son physique et de son style désire une seule et même chose. Qu'on reconnaisse son allure sportive, mais qu'on ne puisse pas le résumer qu'à ça. Et il y a plein de petites pratiques vestimentaires assez connues de nos jours pour mettre en avant ses muscles. Prendre un t-shirt plus ajusté à la poitrine et aux manches plus étroites par exemple. Ou encore cintrer sa chemise à fond à la taille pour accentuer le V de la silhouette. Mais en fait, je dirais que ces conseils, pourtant très répandus, ne fonctionnent que sur un type de physique assez spécifique. Celui du mec un peu musclé. C'est ce gars dont on se dit qu'il fait quand même pas mal de sport, mais qui est plutôt mince et élancé. Carrure moyenne, pas beaucoup de gras, un peu plus de muscles, un peu de bras, des épaules et un torse pas petit mais pas remarquable non plus. Si tu es dans cette catégorie, alors tu peux tirer un bénéfice de ces pratiques-là. En ajoutant stratégiquement les vêtements à certains endroits, tu auras l'air un peu plus costaud que tu ne l'es vraiment, mais ça ne sautera pas non plus aux yeux. Mais si tu es plus athlétique que ça, alors plus tu t'éloignes de cette catégorie de physique modérément musclé, et moins c'est une bonne idée de le faire. En fait, c'est simple, on voit déjà que t'es musclé, c'est pas la peine d'en rajouter. Ça te paraît évident? Bah ouais, ça l'est peut-être un peu. Mais alors, pourquoi on voit autant de mecs musclés s'habiller aussi petits? Le problème de la dysmorphie musculaire. En fait, le souci provient du temps nécessaire pour accepter psychologiquement l'évolution de ton corps. Beaucoup de gens, moi y compris, peinent à se rendre compte qu'ils changent dans le miroir. Et la raison est simple, c'est un processus extrêmement progressif et qui demande beaucoup d'efforts. Si l'on veut employer du jargon spécifique, on peut qualifier ça d'une forme modérée de dysmorphie musculaire ou encore bigorexie, les deux termes se recoupent un peu. Pour simplifier, ce que désignent ces troubles psychologiques, c'est quand tu as beau devenir plus musclé, tu n'as jamais réellement l'impression d'être plus musclé, ou alors trop peu. Parfois tu dépasses même largement tes objectifs de départ, mais pour diverses raisons, soit tu ne t'en rends pas compte, soit ça ne te suffit plus. Du coup le problème, ce n'est pas que tu n'as pas l'œil pour jauger ta propre silhouette, c'est qu'en fait tu n'es plus capable psychologiquement de te regarder de façon objective et dépassionnée. D'ailleurs, de nombreux mecs qui font de la muscu tendent à résoudre ce conflit interne de la façon suivante. Puisque je ne me trouve toujours pas assez musclé, mais que je deviens objectivement plus musclé, c'est donc le monde autour de moi qui n'est pas assez musclé. Donc, c'est certainement ce phénomène qui pousse des types extrêmement baraqués à s'habiller hyper petits sans se rendre compte de l'excès. Ils veulent paraître toujours plus musclés puisqu'ils font énormément d'efforts pour. Mais ils ne se rendent pas compte, d'une part que leur corps change vraiment, et d'une autre que leur standard évolue aussi vite que leur propre corps évolue. Mais du coup, ils se condamnent, car ils transforment quelque chose qui devrait être un atout, leur musculature, un signe de santé, du fait de prendre soin de soi, c'est esthétique, en un inconvénient qui les exclut des normes sociales. C'est-à-dire que les gens se mettent à penser qu'ils sont complexés, exhibitionnistes, obsédés par leur corps, clownesques. D'ailleurs, il existe une forme de discrimination sociale à ce sujet que je trouve particulièrement présente en France. On vit encore dans une distinction culturelle entre le corps, qui est bas, banal, vulgaire même, et l'esprit, qui lui serait supérieur. Petit instant de sociologie en mode Bourdieu style. Dans la culture bourgeoise, on considère que le sport est un apprentissage technique, un apprentissage de valeur,
et à la limite un moyen de préserver sa santé. Tu y entendras souvent parler de physique naturelle, de physique de danseurs, de nageurs, de sprinteurs, éventuellement de boxeurs qui sont perçus comme élégants, plus nobles, et on les oppose aux physiques des brutes, des physiques dits artificielles, de ceux qui ont cherché volontairement le muscle. Avec à la limite un petit passe-droit pour les rugbymen, et encore. D'ailleurs c'est complètement con parce que tous ces sportifs à haut niveau pratiquent la musculation en complément, mais bon c'est comme ça. Bref, plus le milieu socio-culturel dans lequel tu évolues est élevé, plus il y a un rejet marqué d'une musculature trop apparente. On pourrait débattre pendant des heures du pourquoi et du comment, mais en tout cas, c'est un état de fait. Encore une fois, je ne suis pas là pour distribuer des injonctions, chacun fait ce qu'il veut, mais si pour toi les vêtements sont un vecteur d'intégration, un moyen de faciliter l'accès à des milieux dits branchés, ou au contraire plus traditionnels ou plus académiques, eh bien ne pas avoir l'air trop visiblement musclé, ce n'est plus une question de goût personnel, c'est une question de stratégie, de communication. D'autant plus que, pour le meilleur comme pour le pire, ces milieux sont ceux qui sont le plus friands de beaux vêtements. Je n'aborderai pas la question de ce que préfèrent les autres femmes ou les hommes si tu es homo, parce que tout simplement, là aussi c'est totalement relatif à ton milieu. D'ailleurs, tu remarqueras sûrement que dans le monde anglophone, les physiques musclés souffrent beaucoup moins de la connotation bête et costaud. C'est tout à fait relatif, et... Eh Nicolo, tu veux pas revenir sur le sujet, t'es parti trop loin. Ah oui, pardon, je suis dans l'espace. Bon, et du coup, concrètement, comment on évite d'être victime de bigorexie ou de dysmorphie et de ne plus savoir à quoi on ressemble tellement on se retourne le cerveau? Eh bien, tu prends régulièrement des photos et des mesures, sous un angle et une lumière neutre, toujours les mêmes. Je sais, tu vas penser que c'est un truc d'obsédé du corps, mais au contraire, ça évite d'aller trop loin dans l'obsession. En fait, en ayant ces photos et ces mesures, tu ne peux pas te raconter de bobards, tu sais où tu en es, d'où tu viens et où tu vas. Et pour revenir aux vêtements, la prise de ces mesures est très importante pour éviter le déni du changement de taille. Ah, celui-là, je plaide coupable, archi coupable. En fait, quand tu es biclassé amateur de muscu et de vêtements, tu es face à un double problème. Non seulement tu es dans le déni classique du changement de ton corps comme on l'a vu plus tôt, mais en plus tu as fait tellement d'efforts pour trouver tes vêtements, les payer, apprendre à les porter, les combiner ensemble pour faire des tenues au poil où tout se répond, qu'accepter de devoir les changer, c'est juste trop difficile, bordel! Du coup, le pratiquant de muscu et amateur de ça peut vite se retrouver dans une forme de déni assez soutenu. Non mais je fais toujours un S, ça va. Ah ouais, et t'as pris combien de kilos de muscle cette année? Mais laisse-moi tranquille. Bref, comme pour ton physique, c'est important de te faire une petite mise au point régulière. Donc 2 fois par an minimum, tu te libères 1 ou 2 heures de ton temps, tu essayes toutes tes fringues, tu vois lesquelles ne t'iront bientôt plus et tu prévois leur remplacement. Ce qui m'amène d'ailleurs aux considérations plus pratico-pratiques de cette vidéo. Comment gérer l'évolution de son dressing? Aujourd'hui, je me retrouve à mettre en vente plus de la moitié de mon dressing. Alors évidemment, j'ai droit aux remarques adorables de mes potes qui me font « Hey, je te l'avais bien dit, avec ta fonte là !» Donc, est-ce que je suis surpris que ça arrive? Non, pas vraiment. J'ai fait un choix et j'ai accepté les conséquences. Cela dit, si j'avais su à l'époque tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais effectivement acheté un peu différemment. Alors maintenant, je vais te donner les 8 conseils que je me serais donné à moi-même il y a 3 ans pour allier prise de muscle et vêtements. Et on va commencer par désamorcer la première idée à la con qui vient à l'esprit de tout le monde. Non, il est hors de question de t'habiller trop grand en attendant d'être musclé. Premièrement, tout comme moi il y a 3 ans, tu n'as aucune idée d'à quoi tu vas vraiment ressembler une fois que tu seras plus musclé. Sauf peut-être si tu es coach sportif surdiplômé et modéliste. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fous encore sur cette vidéo? Deuxièmement, c'est à peu près aussi bête que de porter toute l'année ton pull de Noël parce que tôt ou tard, ce sera à nouveau Noël. Tu ne vas pas passer 3 ans à t'habiller n'importe comment en attendant un physique théorique dont tu ne sais même pas à quoi il va ressembler. Donc ce qu'on veut, c'est plutôt choisir des coupes qui iront au moment de l'achat, mais qui vont tolérer une certaine marge d'évolution. Évite les coupes trop ajustées en poitrine. Sur le haut du corps, c'est la mesure déterminante pour le changement de taille. C'est celle qui va évoluer le plus vite. Par contre, ta carrure d'épaule, qui est majoritairement déterminée par ton ossature, va évoluer plus progressivement. Sur une chemise, on dit souvent que la couture d'épaule doit s'arrêter plus ou moins sur l'acromion, c'est-à-dire cette petite boule d'os avant ton épaule. Alors, cette règle est plus ou moins vraie, ça dépend des styles de coupe et des physiques, mais l'important c'est que tu retiennes que ça prend pas mal de temps et de prise d'épaule et de trapèze avant que tu sois forcé de décaler cette couture parce que tu as gonflé ta carrure via la prise de muscle.
Donc, n'aie pas peur de la choisir directement bien à ta taille. Si tu veux prévoir un peu plus grand pour évoluer dans ta chemise, c'est mieux de bien cintrer la taille sur une chemise un peu plus généreuse en poitrine. L'avantage, c'est que même sur quelqu'un de mince, c'est un rendu qui est loin d'être informe, parce qu'il y a certes de la fluidité dans l'allure, mais ça dessine plutôt un V. Et si tu n'as pas fait ta prise de masse à base de Burger King, normalement, ton tour de taille est ce qui grossira le moins, voire même peut-être qu'il rétrécira. Pour effectuer justement ce cintrage, privilégie les pinces, ces petits replis de tissu qu'on coud dans le dos vers la taille plutôt que de rétrécir directement les coutures du dos. La raison est simple, tes grands dorsaux, ces muscles de chaque côté de ton dos, peuvent très vite se développer et devenir gros. Et si tu resserres cette couture, c'est tout le dos qui va se resserrer et pas seulement la taille. Tu seras trop vite à l'étroit. Laisse de la place pour les bras dans tes chemises. Évite absolument les chemises où ton biceps ou tes deltoïdes, ce sont les muscles sur le côté des épaules, sont serrés d'emblée. Comme pour la poitrine, une chemise un peu large au bras, du moment qu'elle est correcte en épaules, peut donner un bon style un peu plus classique. En plus, l'évolution des muscles des bras est assez facile à prévoir vu que ce ne sont pas de très gros muscles. Plus 6 cm dans la vie d'un pratiquant de muscu, c'est déjà probablement le maximum pour la plupart des gens, et encore c'est énorme. Du coup, quand tu prends ta chemise, c'est facile de juste pincer le tissu et de prévoir jusqu'où tu vas pouvoir prendre en regardant l'excédent que tu as entre les mains. Sache quand même que tôt ou tard, avec assez de pratique, tu ne pourras pas garder indéfiniment tes vêtements. Je sais, c'est dur, mais c'est comme ça. C'est donc là que viennent les conseils sur la façon de consommer. Après les 2 ou 3 premières années de pratique sérieuse, le développement musculaire se fait beaucoup plus lent. Si tu ne t'es pas complètement fait retourner le cerveau par la bigorexie, a priori tu es plutôt satisfait du résultat. Tu voudras peut-être encore devenir un peu plus musclé à certains endroits, mais globalement tu commences à être plus clairvoyant sur ton physique. Là, c'est le moment idéal pour acheter ces pièces qui te faisaient très envie et pour te faire plaisir sans avoir peur que tout devienne trop petit trop vite. Entre-temps, tu peux acheter plus modestement et mettre à profit ce délai pour t'assurer dans tes goûts et tes envies vestimentaires. Seconde main, seconde main, seconde main, seconde main, seconde main. Sans même parler des vertus écologiques de ce mode d'achat, quand tu as un corps qui te destine à changer de vêtements plus vite que la moyenne, revendre tes fringues et acheter des fringues d'occasion peut largement mitiger l'impact financier. D'ailleurs, ça peut être une bonne idée de ne pas acheter non plus des fringues trop cheap afin qu'elles conservent une belle désirabilité et donc un prix de revente intéressant. Maintenant, il faut quand même rappeler que la muscu, c'est pas toujours qu'une affaire de muscles. Et là, tu te demandes donc certainement, et si je maigris ? Et si je regrossis après ? Bienvenue dans ma vie, déjà. Il ne faut pas oublier que la muscu s'accompagne souvent de changements alimentaires qui provoquent normalement une perte de gras que l'on regagne parfois ou pas. En tout cas, les fluctuations de ta masse grasse sont beaucoup plus rapides que celles de la masse musculaire. Avec beaucoup d'efforts, tu peux devenir complètement obèse ou dangereusement maigre en quelques mois seulement. Je te déconseille fortement l'un comme l'autre. Il n'est pas rare pour ceux qui arrivent à atteindre un physique dit sec de reprendre 2, 3, 4 voire même 5 kilos dans les mois ou l'année qui suivent. C'est pas du tout irrémédiable ou grave d'un point de vue physique et sportif. En revanche, pour les vêtements, ça fait déjà un peu plus chier. La pièce qui en souffre le plus, c'est le pantalon. C'est bien connu, après une diète, nos pantalons tombent et après Noël, on a le ventre trop serré. Pars du principe que tes pantalons automne-hiver peuvent être un peu plus larges que les autres. En fait, il ne faut pas culpabiliser, la plupart d'entre nous sommes biologiquement programmés pour reprendre un peu de poids en hiver. Entre la dépression hivernale qui affecte nos taux de sérotonine, à savoir le neurotransmetteur le plus important pour réguler notre humeur, et le froid qui augmente légèrement nos métabolismes, on tend naturellement à avoir une méga dalle et à vouloir se tourner vers de la nourriture plus calorique, car plus réconfortante. Alors, tu peux tout à fait ignorer mon conseil et me dire non mais moi je suis un pro de la diète maintenant, je contrôle tout, ça va jamais m'arriver. Mais dans ce cas-là, quand tu seras en janvier et que tu n'auras plus un pantalon qui te va parce que tu as tout retouché en juin quand tu étais tout maigre, il faudra pas venir pleurer, je t'aurais prévenu. On stocke tous le gras différemment, mais si tu fais partie de ceux qui le stockent vite dans les cuisses, c'est encore plus important d'y faire attention. Car dans ton cas, ce n'est pas qu'une question de taille de pantalon, mais même de type de coupe. Me concernant, à mon plus mince, je peux porter des coupes assez slim qui me vont par contre pas très bien en hiver,
où il me faut des coupes plus tapered. C'est aussi dans ces moments-là que tu apprends à bénir les jog pants avec la taille élastiquée et des cordons, ou encore tout autre type de design de pantalon avec des ceintures ajustables. C'est pas magique, ça change pas non plus le pantalon d'une taille entière, mais clairement ça dépanne bien. Et la ceinture classique par-dessus une ceinture de pantalon normale, en fait ça marche moins bien parce que comme la ceinture enserre un surplus de tissu depuis l'extérieur, ça tend à gondoler un peu partout autour du bassin. Y a-t-il une limite de muscle optimale pour le style vestimentaire ? Après qu'on ait vu la dimension socio-culturelle du muscle et les conseils pratico-pratiques pour accompagner une garde-robe d'un physique qui évolue, à ce moment-là de la vidéo, tu vas peut-être te dire « Non, mais d'accord Nicolo, mais à un moment, quand tu deviens trop musclé, quoi que tu fasses, c'est horrible dans tes fringues, c'est tout quoi. » Et en fait, c'est pas tout à fait faux, et ça soulève d'ailleurs la question « Jusqu'où est-il possible de devenir musclé avant que ce soit la mort du style ? Est-ce que je vais devenir énorme ?» Parlons d'abord d'une évidence pour ceux qui connaissent la muscu, mais qu'il faut encore trop souvent rappeler aux autres. Sache que tu ne vas pas devenir Arnold Schwarzenegger en une nuit. En fait, il y a de très fortes chances pour qu'il te faille au moins 1 ou 2 ans de pratique sérieuse de muscu avant de peut-être gagner une taille entière. À la limite, si tu es déjà entre deux tailles, 7 ou 8 mois minimum. Sache aussi que les physiques que tu qualifierais à juste titre de monstrueux, comme celui d'Arnold par exemple, sont en fait des physiques souvent, voire presque toujours, acquis à l'aide de stéroïdes, c'est-à-dire des produits dopants. Du coup, les physiques les plus représentées dans l'iconographie de ce sport sont paradoxalement les plus improbables à atteindre et de très loin. Par ailleurs, les gens oublient trop souvent que la progression est totalement conditionnée par le physique avec lequel on est né. En fait, les gens qui sont capables de devenir aussi musclés que ça sont de toute façon ceux qui n'avaient pas à se préoccuper au départ de rester svelte, parce qu'ils ne l'étaient pas. Si un mec mince arrive déjà à ressembler à un mannequin pour sous-vêtements, ce sera au gré de nombreuses années de muscu, et c'est loin d'être garanti. Donc, si tu es un mec costaud de naissance, la muscu fera de toi un costaud très costaud. Si tu es un mec mince de naissance, la muscu fera de toi un mec mince un peu musclé. Et c'est déjà bien. Mais bon, comme le business de la muscu est celui qui est le plus rempli de charlatans qui te vendent l'impossible, Monsieur Tout-le-Monde pense que l'impossible, c'est la norme. Bref, si ce qui te fait peur, c'est de devenir trop musclé trop vite, commence la muscu, on en reparle dans 2 ans et tu verras que c'était probablement le dernier de tes soucis. Pourquoi c'est plus facile quand on est mince? Après, s'il est un peu absurde de croire que 1 ou 2 ans de muscu vont te rendre impossible à habiller, il faut quand même dire que quand on est mince, ça reste plus facile. Il y a beaucoup de théories sur ce qu'est la silhouette idéale d'un homme, autant dans la mode que dans la musculation. Elles sont toutes discutables et contestables et relatives à un contexte. Cependant, il y a un truc que tu entendras souvent. Ce sont des proportions basées sur le nombre d'or. Ah, le fameux nombre d'or. 1,61. Je vais quand même vérifier que ce soit le nombre d'or. 1,61. En gros, on le retrouve depuis l'Antiquité où les Grecs auraient théorisé qu'il serait partout dans tout ce qui est beau, en gros. Du coup, les proportions idéales du visage seraient basées sur des multiples de celui-ci, le tour de poitrine idéal serait d'1,61 fois la taille, et ce même tour de taille serait lui-même défini par la hauteur de l'individu et... Bref, on s'en fout, je m'égare un peu. En fait, si je te dis tout ça, c'est pour te montrer que ce soit par culture ou par nature, comme le pensaient les Grecs, on a déterminé qu'il existait une silhouette idéale pour l'homme. Or, quand on devient musclé, et c'est là qu'on revient à nos moutons, on se rapproche de cette silhouette idéale, mais on l'atteint quand on est sans vêtements, dévêtu, tout nu quoi. Alors que quand on est mince, on l'atteint plutôt via le volume supplémentaire qu'apportent les vêtements que l'on pose sur la charpente de notre corps. Du moment que le vêtement tombe bien, il vient se greffer à la carrure du porteur et l'étoffe visuellement. Il suffit ensuite de moduler à raison avec un peu ou un peu moins de cintrage et on atteint les fameuses proportions. Et l'œil humain ne fait pas trop la différence de si tu es habillé ou déshabillé, c'est juste une affaire de proportion. C'est pour ça que les physiques des mannequins podium sont beaucoup plus impressionnants en défilé que dans la vraie vie. Très grands, élancés, voire maigres, et couverts de vêtements qui garnissent généreusement leur silhouette jusqu'à leur donner des proportions canoniques. Tant que tu as un minimum de carrure d'épaule, le tour est joué. Alors que le musclé, lui, il est obligé de rajouter de l'épaisseur sur des proportions déjà idéales par rapport à sa hauteur, et donc de s'en éloigner un peu. Ah ouais, alors en plus, il est pas très grand.
Exactement. Et attends, t'es en train de parler de moi là? Du coup, en hiver, puisqu'on porte de nombreuses couches de vêtements épais, ce n'est pas la meilleure saison pour le style d'un musclé. Mais par contre, il jouit d'une belle revanche aux alentours des mois de juin à septembre, vu que tout le monde est en t-shirt. Ah oui, et petite mention utile, tout ça, ça reste de la théorie. Dans la vraie vie, il y a évidemment des gens qui sont très stylés en n'ayant rien à faire de ces histoires de proportions idéales et s'habillant plus court, plus long, plus droit. D'ailleurs, ça nous amène à la dernière question. Est-ce qu'il y a des styles qui vont mieux ou moins bien aux musclés? La réponse est évidemment oui. Cependant, il faut relativiser. Il y a musclé et il y a « oh putain, il est massif celui-là, aidez-moi, il va m'écraser ». Le premier cas ne pose pas de contre-indication particulière. Il suffit juste d'éviter les coupes trop slim pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Par contre, il y a quand même une exception, c'est qu'il devient beaucoup plus difficile de jouer sur les codes de la mode androgyne ou unisexe. Tout simplement parce que tu exagères ce qu'on appelle les caractéristiques sexuelles secondaires, comme on te l'a appris en cours d'SVT, autrement dit, des facteurs de connotation masculine. Pour te donner des cas concrets, en gros, t'auras l'air assez loufoque avec des fringues sorties d'un défilé de chez Saint Laurent ou en portant 3000 accessoires à la Johnny Depp, tandis que ton pote mince chevelu aura l'air beaucoup plus crédible. Oui, c'est totalement culturel, mais encore une fois, c'est un état de fait dans l'imaginaire collectif. Pour un musclé, je donnerais quand même des points bonus au style workwear, streetwear, et en fait tout ce qui incorpore des coupes plus amples en général. Pas tellement parce que c'est plus joli sur eux, mais pour des raisons pratiques. Quand tu adeptes d'un style qui est d'une part traditionnellement plus ample et d'une autre qui autorise une belle marge de manœuvre dans les volumes de ses coupes, c'est tout de suite moins chiant de prendre 2 ou 3 kg de muscles. Pour le sartorial, c'est un peu plus compliqué, parce que comme c'est un style très codifié qui tolère assez mal l'imprécision, la moindre variation de physique peut tout chambouler. J'en ai d'ailleurs moi-même fait les frais à plus d'une reprise. D'ailleurs, la plupart des amateurs de sarto et de muscu font très vite une croix sur le prêt-à-porter et se consacrent uniquement aux sur-mesure. Finalement, le style le plus ingrat pour les musclés qui aiment la belle sape, c'est peut-être le plus commun et consensuel. Chemise, t-shirt, jean, chino ou sneakers, les pièces du registre casual chic, comme on l'appelle, sont plus souvent coupées pour des physiques plus standards. Et si elles n'ont pas du tout de problème à aller aux personnes musclées en théorie, en pratique, il peut être assez difficile d'en trouver de qualité avec un design vraiment cool et original et qui respecte leur morphologie particulière. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder ce Parlons vêtements de Benoît, dans lequel il donne ses conseils pour habiller un physique musclé. Il a sa propre vision du sujet. Conclusion! Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu ou à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Avec ça, si tu aimes la sape, j'espère que tu n'auras pas peur de commencer ce sport formidable qu'est la musculation. Tu verras, c'est merveilleux et je ne compte même pas tous les bénéfices que tu en retireras. Et avec ça, si tu aimes la musculation, j'espère que tu n'auras pas peur de t'offrir le plaisir de très belles sapes. Tu verras, c'est merveilleux et je ne peux même pas compter tous les bénéfices que tu en retireras. Réconciliez-vous.